va démarrer notre plateau aujourd'hui. Bon, on a le plaisir quand même d'avoir des invités ici, vraiment que je peux dire atypiques, inédits, parce que en face de nous, nous avons vraiment des gens qui vont nous étayer sur notre manière de faire, notre manière de construire. Aujourd'hui, on a quand même en place aussi Serigne Ndiaye, plasticien, mais au-delà de l'art plasticien, c'est un philosophe, un sociologue de l'art. Donc je laisserai le plaisir après Serigne Ndiaye de nous parler un peu de lui, bien que j'ai acquis une de ses œuvres par un ami il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et je sais que c'est un grand artiste. Il fait partie des références du Sénégal. À côté de lui, il y a encore Mbacké Seck. Mbacké Seck, je ne peux pas dire que c'est un syndicaliste. Je pense qu'il s'est fait tout seul. Et puis il a revendiqué très jeune. Il est dans ce qu'on appelle la sauvegarde de notre environnement, dans notre lieu de vie. Et je pense que lui, il va beaucoup plus développer dans ce sens. Parce que quand on parle de l'environnement, ça nous touche tous. Ça nous touche tous. Donc, on doit être solidaire avec Mbacké. Parce que Mbacké fait beaucoup pour ce contexte. Bon, on arrive dans un lieu qu'on appelle Lompoul, où lui, il a beaucoup œuvré pour défendre la population existante. Et aussi, il va nous parler de la baie de Hann, parce qu'il réside dans ce lieu, et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel est l'état de lieu, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Plus loin, à ma droite, j'ai quand même un grand ingénieur qui est dans le laboratoire national de référence. Et je pense que Lamine Ndiaye est une personne qui accompagne la façon de faire, c'est-à-dire les architectes d'abord doivent prendre attache à tout ce qu'on appelle les géologues, les ingénieurs de mines et autres. Et Lamine Ndiaye, en tant qu'ingénieur génie civil, occupe une place au niveau du laboratoire national qui fait qu'il a le droit de survoler tous ces domaines. Donc pourquoi on l'envoie aujourd'hui ici? C'est pour vraiment s'enquérir d'abord de la situation du laboratoire national, quel est son apport dans notre façon de faire et qu'est-ce qu'il nous propose dans la façon de le faire. Mais à côté, bon, c'est mon binôme que vous connaissez, Aïda, je ne veux plus présenter Aïda. Mais pour en résumé, bon, on s'est absenté peut-être il y a 2 ou 3 semaines. Pourquoi? On avait le 5 où on devait parler du Bakou. Et le Bakou, c'était le moment où vraiment il fallait clarifier les choses. On a parlé avec l'autorité et l'autorité nous rejoint aussi sur le concept Bakou. Aujourd'hui, vous savez que Thiès va démarrer une nouvelle ville, mais sur le slogan Bakou, parce que le ministre nous a reçus et il a compris ce que c'était le Bakou. C'est à travers le Bakou maintenant que tout va se faire désormais, surtout dans ce lieu que lui il a désigné. Donc pour démarrer tout de suite, je laisserai la parole à mon binôme qui va rajouter et qui va nous un peu développer un peu sur le Bakou et après on reviendra sur le sujet. Aïda, tu as la parole. Merci Malik. Oui, je crois que tu as dit l'essentiel concernant le Bakou, mais je voudrais insister sur le fait que le mouvement est lancé. Effectivement, nous avons rencontré les autorités qui nous approuvent qui approuvent ce mouvement et qui l'incorporent dans leur stratégie. Parce que c'est ça qui est une nouveauté, c'est que quand l'autorité met en place sa stratégie et nous rejoint dans ce que nous voulons faire, notre apport et ce que nous voulons faire par rapport à cette stratégie pour les accompagner. Donc ça, c'est une victoire. C'est une victoire et nous les remercions pour cela. Alors je laisserai, je crois que Malik l'a déjà dit, je laisserai le soin à nos invités de nous parler
de nous parler d'eux et surtout d'apporter, je le dis toujours, des solutions qui nous permettraient de remplir notre recueil, comme nous le faisons depuis le début, c'est-à-dire rencontrer des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont des sachants et qui savent de quoi ils parlent, quelle que soit leur profession. Et nous les écoutons, nous échangeons avec eux et peut-être éventuellement cela pourrait éveiller des consciences et apporter des solutions par rapport à nos inquiétudes. Merci. Voilà, avant de vous repasser la parole, on va parler quand même du décor qu'on a aujourd'hui. On va remercier Anne-Roll parce que c'est elle qui a travaillé sur le décor et c'est un décor Bakou qui est tout à fait nouveau. Et vous avez vu qu'on a changé de plateau, mais c'est, bon, je ne sais pas si on serait là définitivement, mais c'est momentané. Mais ce que je peux apprécier, maintenant on a un décor qui nous appartient, qui a été réalisé par Anne-Laure et puis on la remercie en passant, mais qui met en évidence aussi le Bakou. Bon, Serigne, peux te présenter, on te passe la parole et puis tu parles comme tu veux. Voilà. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être là par le biais de Zulumbaï, un artiste plasticien immense et qui œuvre beaucoup pour l'art et qui œuvre pour les artistes sénégalais, qui m'a mis en rapport avec vous pour participer à cette émission, ce que je ferai avec grand plaisir. Mais je suis surtout ravi de trouver Mbaké que je viens de voir aujourd'hui. Et je me suis levé pour lui serrer la main quand il a dit son nom, parce que il y a quelques jours, je l'ai écouté. Et ça fait plus de 30 ans que je l'écoute, sans le connaître. Et aujourd'hui, je le rencontre. Parce que il est plus âgé que son âge. Peut-être que c'est pas du bon français, mais c'est comme ça que je peux le dire. Parce que très tôt, jeune, alors qu'il y avait très peu de voix juvéniles dans l'échiquier au niveau de ce qu'on appelle la société civile, qui peut parler de préoccupations des populations et des terroirs. Et très tôt, je l'ai écouté. Et après, je me suis dit, mais Mbaké, comment se fait-il qu'il glisse encore dans le sport? Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Et il est resté longtemps aussi au niveau de la fédération, jusqu'à ce que je l'écoute ces derniers temps encore, qui parle de la baie de Anne et d'autres espaces pour lesquels il porte la voix des sans-voix. Et je voudrais le féliciter pour ça. Merci. Pour lui dire que, donc voilà. Ouais, mais on vous remercie. Belle présentation. Je pense que c'est vraiment... Vous avez décrit la biographie quand même de Mbaké. Donc on va lui passer la parole immédiatement et puis il va compléter, quoi. Merci Malik. Je voudrais saluer mes co-débatteurs sur ce plateau. C'est avec plaisir que je suis là ce matin. Nul n'est maître de son émotion. À entendre le doyen Serigne parler de nous, vraiment c'est avec beaucoup d'émotion qu'on l'écoute. Et comme vous dites, avec le Bakou, ce qu'il vient de dire, il nous oblige à rester dans le droit chemin, à continuer à travailler pour notre pays et surtout à nous investir totalement sans compter. C'est un plaisir de retrouver un grand ingénieur en la personne de Lamine Ndiaye, parce que ce que vous faites, vous les architectes, ça reste, ça traverse les civilisations, ça traverse les siècles, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous qui, par la force des choses, nous sommes devenus des écologistes, nous travaillons dans le même sens. Si vous ouvrez votre outil de travail qui est le code de l'urbanisme, dès l'article 1er, on parle de la protection de l'environnement. Donc c'est extrêmement important qu'on trouve les liens entre les artistes plasticiens, les ingénieurs et les architectes, plus nous écologistes, pour préserver ce qu'on appelle le développement durable. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne détonne pas dans ce plateau. Je peux
évidemment en parler, parce que si vous concevez vos œuvres, vous êtes obligé de prévoir les espaces verts, vous êtes obligé de connaître les bassins versants, dans quel sens les eaux vont s'écouler vers la mer, vous êtes obligé de prévoir la voirie où s'écoulent les eaux usées. Vous êtes obligé de tenir compte de la luminosité pour économiser l'énergie, de faire des bâtiments verts. Vous êtes obligé de tenir compte des vents pour permettre aux bâtiments d'être assez bien aérés. Et tout cela concourt au développement durable. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous suivons cette émission qui est assez innovante, parce que ça permet à des sachants de prendre la parole. Ce ne sont pas des profanes comme moi qui vont circuler de plateau à plateau, mais c'est des hommes qui doivent parler, qu'on doit écouter pour prendre les bonnes décisions. Il est extrêmement important dans les mécanismes de prise de décision qu'on écoute ceux qui connaissent les choses et qui ont l'expérience. Donc voilà, on peut réitérer la joie que j'ai d'être sur ce plateau aujourd'hui. Astou, merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Baké. C'est vraiment gentil les mots que tu viens de dire là sur les sachants et les savoir-faire. Mais sache que tu fais partie de ces gens-là, parce que le travail que tu fais est noble pour ces pays. Parce que sans les gens comme vous, on ne saura s'arrêter. On va toujours offenser. Mais quand il y a des gens qui freinent, comme l'automobile, qui a ses freins, on s'arrête et puis on réfléchit. Donc on te remercie beaucoup pour ça. Donc, on va passer directement la parole à notre ami, confrère, et puis qui est, je dirais confrère, parce que c'est un ingénieur génie civil. Sans eux, on n'a pas la ossature pour tenir les bâtiments qu'on est en train de faire. Donc Lamine, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, M. Mou. Je vous remercie vivement de m'avoir invité à ce débat, donc, qui nous permet de nous exprimer un peu, de sortir un peu de l'ombre et de faire face au public pour expliquer davantage ce que nous faisons en arrière-plan, qui est quand même très important. Je remercie aussi votre binôme, Madame Diagne, Aïda. Je remercie aussi vraiment M. Sek, M. Ndiaye, avec la très belle introduction qui a parlé quand même de l'environnement, qui est le bien-être pour tout le monde. Donc on ne peut pas être dans un esprit sain quand on n'est pas dans un environnement sain. Et je pense que maintenant dans tous les domaines d'activité, donc on tient compte de l'environnement. Donc ce n'est plus un aspect à négliger, même dans le domaine routier et autres là. Donc ça peut même faire bloquer un projet si on ne tient pas compte du domaine environnemental, parce que c'est pour le bien-être. Voilà, donc permettez-moi aussi d'en profiter pour remercier aussi mon directeur général, M. Chérif Baldé, donc, qui m'a permis de venir à ce débat-là, donc pour le représenter, pour parler un peu aussi du, bon, peut-être on va y venir, du laboratoire national. Oui, effectivement, c'est pour on ça a besoin là, d'être connu. C'est un nouveau outil qui est là pour la population, donc c'est de notre devoir aussi d'aller envers la population pour leur expliquer un peu, parce qu'ils doivent s'approprier de cet outil-là. Donc j'en profite aussi pour vraiment remercier l'ensemble du personnel du LNR, donc qui est en train de faire un travail remarquable, parce que c'est une structure qui vient de naître, donc qui a moins de 2 ans. Donc alors que honnêtement on a fait beaucoup de résultats. Bien vrai qu'il y en a aussi d'autres qui sont en attente, mais nous sommes présentement sur la bonne voie. Ouais, je ne vais pas vous couper, mais on a eu le plaisir aussi de recevoir Goumba Lo, qui était l'ancien directeur et qui a préparé tout ça avant d'arriver à vous, quoi. Effectivement. Je pense qu'une équipe, c'est comme ça, quoi. Un pays se conjugue comme ça. Il y en a qui préparent, d'autres qui viennent, d'autres qui achèvent, quoi. Voilà, mais on le félicite aussi, on les remercie pour ça. Et le directeur, je veux dire, du laboratoire national, là, je l'ai rencontré, M. Baldé, avec le Moussatine, le directeur de la construction. Mais c'est quelqu'un déjà qui est agréable, qui vous reçoit très bien chez lui, qui est bourré de connaissances, parce que c'est un docteur et il est en train de faire un travail assez formidable. Je dois que maintenant, le travail doit être vulgarisé pour aller vers la population pour que les gens puissent l'utiliser et puissent savoir ce qu'ils vont faire. Voilà, je te redonne la parole. Ok, donc merci beaucoup. Comme on l'a dit tantôt, bon, on vous remercie vivement. Et là, peut-être on voulait juste en profiter pour expliquer un peu les missions du nouveau laboratoire, comme je l'ai dit tantôt, qui est un outil qui est là à la disposition de toute la population.
Mais ce n'est pas un laboratoire nouveau en tant que tel. Donc, c'est un laboratoire qui existe depuis le temps des colons. Donc, depuis 1949, le laboratoire est là, qui a été mis en place par l'équipe coloniale qui était là, donc qui servait de laboratoire pour les constructions qui se faisaient au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, tous les grands immeubles, les édifices que vous voyez à Dakar et aussi dans les autres pays. Donc, c'est ce laboratoire-là qui s'était chargé de faire les études et le suivi des travaux. Donc, nous, on a hérité de ce laboratoire-là, donc qui était par la suite appelé CEREC. Donc, beaucoup de gens le connaissent. Hein. Ouais, CEREC, voilà, donc beaucoup de gens connaissent le CEREC. Maintenant, c'est le CEREC-là qui est transformé en laboratoire national de référence avec de nouvelles missions. Donc, des missions qui sont encore beaucoup plus proches de la population. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que l'État a quand même fait beaucoup d'investissements. Hein. Donc, on investit beaucoup en termes de BTP pour construire des bâtiments, faire des routes, faire des barrages, faire des pistes. Mais souvent aussi, on se rend compte que, bon, souvent il y a des dégradations quand même précoces qui apparaissent. Donc, la question était posée. Donc, quelle est la cause de ces dégradations-là? Connaissant la cause, bien recherchant la cause aussi, il faut quand même aussi poser la solution. Donc la cause étant plus ou moins connue, donc on a voulu quand même chercher la solution par rapport à ça, d'où l'érection du CEREC en laboratoire national de référence, donc qui sera maintenant chargé de contrôler tout ce qui est matériaux qui rentrent dans le domaine du BTP. Donc désormais, tous les matériaux qu'on doit utiliser dans le domaine du BTP doivent être homologués par le LNR avant qu'on puisse l'utiliser. Que ce soit les matériaux qui sont produits localement ou bien les matériaux qui sont importés. Donc présentement, on sera en link avec la douane, à telle enseigne que si quelqu'un veut importer du matériau, par exemple du fer, du carrelage, de la peinture, fil électrique, donc tout ce qui rentre dans le bâtiment, donc on va faire appel au CEREC, au LNR du moins. Il va venir faire des prélèvements, aller dans le laboratoire et faire les tests. Donc si le produit est conforme, donc on informe la douane, donc il peut autoriser la la commercialisation du produit dans le marché. Mais si tel n'est pas le cas, donc on va demander à la réquisition du matériau. C'est valable aussi pour les industriels qui sont sur place. Donc toutes les cimenteries, tous les producteurs de fer, de carreaux et autres. Donc on va faire des descentes régulières au niveau de ces industriels-là, faire des prélèvements, aller dans le laboratoire pour voir est-ce que le produit qu'ils sont en train de mettre sur le marché est conforme. Donc si tel n'est pas le cas, le produit est réquisitionné, donc on retire le produit. Il y a même peut-être des amendes, des suspensions de production qui seront faites pour qu'ils puissent se mettre par rapport aux normes. Donc ça, c'est par rapport à l'homologation des matériaux. Donc comme je l'ai dit tantôt, l'avantage de cela, comme vous, comme moi, tout le monde construit, on n'a aucune idée sur la qualité des matériaux qu'on est en train d'utiliser. Donc on vend à la quincaillerie, comme je l'ai dit d'habitude, hein, dans le marché. Donc on achète du ciment, on achète du fer, des carreaux, de la peinture, mais on n'a aucune certitude sur la qualité de ce qu'on est en train de nous vendre. Donc voilà. on achète comme ça. Lamine, je voulais sauter sur ça. Vous avez pas des certitudes. Je n'ai pas de certification. Parce que quand vous comportez de l'étranger, vous avez des attestations, vous avez des certifications, tout qui viennent vers vous, des documents. Mais quand il s'agit d'ici au Sénégal, quand on parle de tout ce qui est locaux, est-ce qu'il y a une manière ou une façon de faire que ça soit certifié? Il y a un document qui référencie quand c'est à partir du pays. Oui, même comme vous l'avez, même pour tout ce qui est importé, ça vient toujours avec un papier. Voilà, c'est ça. Vous savez que quelqu'un ne va jamais c'est ce que je dis. amener un produit, même si c'est mauvais, tu vas toujours amener un bon papier. Voilà. Même quand vous amenez un bon papier, nous, on se fie du papier. Hein. Voilà, vous faites le truc. On va faire des tests pour voir est-ce que le produit répond réellement aux spécifications qui sont mises dans le papier. Est-ce que ça correspond? Ça, c'est bien, surtout pour l'électricité, parce qu'on a eu beaucoup de mal avec ça, avec les bureaux de contrôle. Oui. Quand on les posait à question, ils disent non, ils n'ont pas de moyens de pouvoir contrôler. Effectivement, il n'y en a pas. Et ouais, ils nous disent ça. Donc nous, ça nous posait problème. On peut te dire que ça, c'est un câble de 2 x 2,5. Voilà. Mais quand vous mesurez réellement, vous n'aurez pas 2 x 2. Vous avez 2, mais pas 2 x 2,5 mm², vous ne l'avez pas.
Donc, il est de notre devoir maintenant de faire toutes ces investigations pour voir le produit-là, est-ce qu'il répond aux spécifications. Voilà. Mais quand il s'agit, bon, je prends par exemple Si- un cas simple. Oui, Vous savez, on a du bois qu'on importe ici, qui vient bois brut, et nos menuisiers l'utilisent pour faire des portes, tout ça. ouais. Mais on s'est rendu compte que avec le temps, avec l'environnement, le changement des temps, des saisons, des trucs, mais ça se déforme. Ouais. Vous, en tant que laboratoire, est-ce qu'il y a les moyens de faire que la population qui achète quand même des portes, voilà, ici fabriquées là, qui ne connaît pas ces surprises-là? Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très précis comme question, quoi. Effectivement. Voilà. Donc, par rapport à ces produits-là, nous, à chaque fois, on définit ce qu'on a appelé un référentiel. Ouais, Un le référentiel, c'est comme le cahier de charge. Ouais. Donc, on dit que le produit, tel produit, doit avoir telle caractéristique physique, mécanique et chimique. D'accord. Et toutes ces caractéristiques-là sont tirées des normes qui sont en vigueur. Cela veut dire qu'on ne l'invente pas. D'accord. On regarde au niveau national, au niveau international. Donc, ce qui est en vigueur au niveau des normes, donc c'est ça qu'on met dans le référentiel. Donc, le produit que vous produisez ou bien que vous importez doit être conforme à ce référentiel. Donc, si on dit qu'il doit avoir une résistance de temps, une composition chimique de tel et tel élément, nous, on est en train de s'équiper. Pour certains produits, l'équipement est déjà là. Pour les autres produits, on est en train de s'équiper. Comme je l'ai dit, c'est un laboratoire qui est né en 2023, fin 2023. Donc, on est en train de s'équiper pour pouvoir faire l'ensemble de ces tests sur l'ensemble de ces produits. Donc, on est en train de s'équiper pour pouvoir quand même tester l'ensemble de ces produits-là qui sont mis sur le marché. Et comme je l'ai dit tantôt, donc, quand ce n'est pas conforme au cahier de charge, au référentiel, ça, vous n'avez aucune possibilité de le mettre dans le marché. Donc, d'emblée, ça protège tous les consommateurs. Donc, on va arriver à un niveau tel que tous les produits qu'on va acheter sur le marché, on est sûr et certain que ça sera des produits de qualité parce qu'ils sont déjà testés et homologués par le laboratoire national de référence. Voilà. Oui, mais je reviens juste sur ce que vous êtes en train de dire, ce qui est très intéressant. Mais moi, j'ai vu un menuisier qui a fait des portes pour moi à Touba. Et quand ça s'est déformé avec le temps, j'ai posé la question pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les portes se sont déformées très rapidement? Il dit non, c'est la température, les trucs comme ça. Ouais. Mais ça, s'il y avait ce laboratoire-là, il pouvait quand même référer par rapport à chaque environnement, chaque ville ou truc comme ça. Est-ce que chez vous, ça existe? Comme ça. Dakar, oui, mais Touba, les mêmes portes qu'on pose là-bas, ça pose problème. Ouais. Voilà, ça aussi, je pense que c'est un peu complexe, quoi. Effectivement. Bon, pour le bois, on n'a pas encore mis en place le matériel. Voilà. Le matériel n'est pas encore disponible. Donc, on a démarré pour le fer, on a démarré pour le ciment, présentement. On est en train aussi de démarrer pour tout ce qui est granulat, tout ce qui est bitume, et on va en faire Voilà, les vous autres savez produits. pourquoi je parle du bois? Oui, Parce que le nombre d'emplois qui est lié au bois, c'est énorme. ok. Vous voyez, nous, on a des gens qui ont appris le métier de menuiserie par le père, le petit-fils, le tracteur, jusqu'au arrivé. Donc, quand vous voyez toute cette chaîne-là, Oui, aujourd'hui, qui sont en train d'être concurrencés par du bois qu'on importe, par des portes même qu'on importe, et ça fait perdre de l'emploi. Alors que si les laboratoires aidaient à vraiment certifier, à mettre des choses en place comme ça, je pense que les gars, pour même les immeubles qu'on est en train de faire, par exemple de 38 appartements, comme je disais tout à l'heure, on pouvait utiliser le bois sur place et faire travailler notre menuisier. Effectivement. Mais au lieu de les laisser importer des portes, tout ça, on perd des emplois là-bas. Effectivement. Voilà, c'était un peu ça. Je pense que le laboratoire aussi ne peut pas. Parce que pour le faire, pour le ciment, tout ça, et ces gens-là sont équipés. Ouais. Ceux qui créent une cimenterie, c'est pas n'importe qui. Il peut respecter tout ce que vous dites. Mais le gars qui vient acheter son bois, peut-être c'est l'importateur du bois. Ouais. Qui, voilà, c'est ce c'est que là j'allais, même, oui, c'est là. on a à se poser des questions. Absolument. Parce que le débat que vous posez là, c'est Ouais. très intéressant. Parce que l'émission aussi, c'est pas une émission
de moi je suis architecte, lui il est ingénieur, mais c'est pour que conscientiser C'est ce que les autorités d'abord Ouais. Absolument. et aussi la population. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait ces échanges-là, c'est très intéressant. Parce que ce laboratoire, c'est quelque chose à souhaiter, même Ouais. s'il n'y en avait pas, il faut le multiplier. Il faut le faire. Parce que l'Europe, tout marche sur le référentiel. Tout ce que vous pouvez dire, on vous demande où est le référentiel. Le référentiel, On met un truc, hein. effectivement. Ouais. Donc vraiment, je vous remercie. Maintenant, Aïda, tu veux prendre la parole avant Non, que- non, je voulais juste souligner, d'abord une chose, c'est cette élégance que nous avons sur le plateau. Chacun parle de l'autre en bien et parle des valeurs des autres et oublie même de parler de soi, ce qu'a fait tout à l'heure Serigne Ndiaye. Mais je voulais justement, la question est pointue. C'est-à-dire qu'il l'a souligné, il a dit il y a un travail avec les douanes, Ouais. c'est-à-dire tous les produits qui arrivent, effectivement, normalement, devraient être transférés ou qu'ils aient les références. Mais ce qu'on voudrait souligner aussi, c'est que avec cette idée du Bakou de dire tous les produits qui rentrent dans notre système de construction, soit nous, les architectes d'abord, mais aussi les gens qui nous fabriquent tous ces éléments de seconde œuvre, est-ce qu'ils maîtrisent vraiment ces éléments, parce qu'il ne s'agit pas aussi de récupérer des produits déjà manufacturés, ou je ne sais pas comment on les appelle, de les installer. Donc cela pose aussi problème pour nous. Est-ce que aussi, nous aussi, on devrait aussi s'intéresser un peu plus au laboratoire et voir tous ces produits, parce qu'il y a idée de dire au niveau des jeunes architectes, nous avons ces produits, je ne dis pas locaux, hein, parce qu'effectivement on ne maîtrise pas ce qui est locaux et qui ne l'est pas. Est-ce que nous, effectivement, puisque ce sont des éléments qui vont rentrer dans notre architecture, est-ce qu'on peut les maîtriser dans la fabrication, parce qu'on fait le design parfois aussi de ces éléments, est-ce qu'on peut se fier? Donc effectivement, le bois, dès le départ, par rapport aux portes et tout ça, il est important de l'avoir comme élément. Je dis ça et c'est bien effectivement que vous puissiez parler de tout ça pour que les gens comprennent exactement quelle est la c'est différence. intéressant, Voilà. je pense que c'est ce qu'Aïda dit. Déjà, Voilà. bon, je vois qu'elle est configurée en Bakou. Quand tu vois son Ça y est, costume, je suis mode c'est qu'elle Bakou. est dans le mode Bakou, quoi. Bon, Serigne, pour revenir sur vraiment ton travail, sur la plastique, on sait que vous êtes aussi spécialiste du sous-verre, parce que vous nous avez parlé des conditions sur lesquelles vous êtes rentré dans cette démarche-là, plastique. Et on aimerait quand même que vous nous en parlez tout de suite, là, qu'on essaie de comprendre. Parce que tout à l'heure, en off, on a pu discuter de plein de choses et on était très vraiment contents et ravis de vous avoir écouté. Maintenant, on veut partager ça avec un public plus large. Je suis en réalité, je suis sorti de l'Institut des Arts. Et j'ai un peu mal quand j'en parle parce que je suis avec vous. Et j'étais avec les premiers architectes du Sénégal. Habib Diène, Sawal aussi, c'est un ça qui est décidé très tôt en cours de formation. Okay, et Dominique Correa. Dominique Correa et d'autres. Il y avait tellement de folie, 16 heures. Il y avait tellement de fierté, 16 heures. Et quand ils ont ouvert les premiers ateliers, je suis allé les voir, Habib et Habib et Sawalo s'étaient mis en binôme pour commencer sur l'avenue Sur Lamine Gueye. Gueye. Et l'école, paf, tout d'un coup, nous a échappé. L'école d'architecture, qui était l'unique quoi, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà. Pourquoi l'école vous a échappé? C'est-à-dire, Parce que Abdou Diouf, dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de se débarrasser de toutes les choses dont les Sénégalais pouvaient être fiers et qui faisaient que nous comptions dans le monde. C'est-à-dire que la culture.
et la création de la culture. Mais est-ce que ce n'était pas la récession, c'est-à-dire au niveau climat économique international, où on l'avait demandé de resserrer les ceintures? Certainement. Oui. Mais certainement, Il y a un peu de mais ça, tout oui. ça certainement. Mais je veux dire que tout juste que Vous parlez justement de la fermeture de l'école de Dakar. Il a opté pour autre chose que pour les valeurs. Et ce que vous avez derrière vous, De Bakou. Bakou, et toutes ces images qui sont là et qui ont fait le monde. Quand on parle de l'Égypte, quand on parle du Mexique, des Aztèques, ainsi de suite, quand on parle de Paris, quand on parle d'autres choses. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, dans ce pays, ça fait très longtemps que je me pose des questions. Par où commencer? Parce que je suis convaincu qu'un jour, il faudra quelqu'un qui ait assez de courage pour casser Dakar. Sincèrement, c'est ma conviction. Qu'est-ce que vous appelez casser Dakar? Casser Dakar parce que les politiques n'ont pas assez d'audace. Et ils sont même défaillants quelque part. Cette capitale est tellement belle. Elle était tellement belle. Mais ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bakou. Je me rappelle que il y a quelques années, je quittais le virage et je marchais sur la berge jusqu'à Soumbédioune. Oui, exact. Il y avait cette possibilité, oui. Et je faisais ça, de la berge de Soumbédioune au virage de Yoff, et sur la berge. Et quand je vois que dans d'autres pays du monde, on peut le faire plusieurs fois, sur plusieurs endroits au Maroc et sur plusieurs endroits au Liban, on peut le faire. Qu'est-ce qui nous est arrivé dans ce pays-là? Et c'est pourquoi je dis que les architectes, est-ce qu'ils ont toute la latitude? Ils n'ont même pas toute la latitude. Parce qu'il y a quelques années, j'entendais Pierre Guédiaby Atepa. C'était au temps de Abdou Diouf, et qui écrit une lettre publiée, adressée à Abdou Diouf, et qui dit, il dit qu'ils sont en train de construire nuitamment. Et lui, il rappelle une chose. Il dit que pour son cabinet, il a négocié pendant longtemps avec l'architecte de l'État pour avoir quelques centimètres de plus qu'on lui a refusé. Et après, sur la corniche, c'était des étages. Ça me ramène à ceci. Le président Senghor qui m'a invité chez lui en 85 à Verson. Et au cours de notre conversation, qui me dit ma voisine a porté plainte contre moi. Et je le regarde ahuri parce que mon président me dit oui, parce que jeune homme, j'ai surélevé le mur mitoyen de 50 cm. Je le regarde encore. Il me dit, mon jeune ami, 50 cm de soleil, c'est précis en Normandie. Et quand il me dit ça, et je vois la situation dans laquelle nous sommes, où on est chez soi et tout de suite on est entouré et qu'on ne perçoit même plus le soleil chez soi. Parce que chacun... Et tout de suite, quand j'étais plus jeune, je me rappelle à Fann Résidence, c'était 50 cm de murets et des bougainvilliers. Maintenant, c'est des étages et des immeubles. Et tout ce pays est devenu comme ça. Je me rappelle quand j'étais encore un peu plus jeune, tu te rappelles un peu, tout Dakar était nettoyé à l'eau le soir. Les avenues existaient, on les voyait. Il n'y a plus d'avenues. Mais je vais t'expliquer, quand tu vas à Valence, en Espagne, vers 21h, 22h, tu attends
des jets d'eau partout, partout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que vous dites là, il n'y a pas longtemps, hein, les voitures viennent pour nettoyer. À des jets d'eau partout. Donc, en fait, c'est cet esprit-là qu'il y avait autant à Dakar, quoi. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça a existé ici. Voilà. J'ai un nouveau pont, le dernier autopont, inauguré, Mbacké connaît, parce que c'est à front de terre et ça descend vers lui, vers chez lui. Tout à fait. Mais on se demande, mais à quoi sert ce pont? Le pont sur front de terre, sincèrement, dès que ça commence, je me dis à quoi ça sert. Et aujourd'hui, il y a un embouteillage fou, parce que c'est tout à l'envers. Quel est ce pays? Tout est à l'envers. Tous ces autoponts qui ont été construits partout, ça n'a réglé aucun problème. L'architecture, les bâtiments, ça n'a réglé aucun problème. Saint-Louis. Est-ce que Saint-Louis, qui est du patrimoine mondial, est-ce que ça ne va pas être détrôné? Parce que déjà, les politiques riches ont commencé à refaire leur maison comme ils le veulent, sans vous consulter. Sans vous consulter. Oui, on en a parlé une fois, parce que j'étais invité à une émission où le cas de Saint-Louis, c'était un peu compliqué. Vous savez, vous avez des gens qui ont des titres fonciers, qui sont des individuels avec des familles qui l'ont. Aujourd'hui, ces gens sont décédés depuis très longtemps, mais ils ont laissé peut-être 20 ou 30 enfants qui ont une maison qui est en train de se dégrader complètement. On me dit que oui, l'État peut prendre en subvention 70%, mais la façade. Moi, je pose la question, mais s'ils prennent en charge la façade à 70%, les 30% là, qui va compléter et qui va faire l'intérieur? Parce que aussi, on ne peut pas avoir une belle façade et à l'intérieur, c'est pourri, tout est mort. Ou bien des dalles qui vont, ce truc. Donc, il y a une politique de sauvegarde qu'il faut éteindre. Je pense que Saint-Louis, bon, il y a quand même l'UNESCO, il y a tout le monde qui vient apporter, mais il faut aussi que l'État prenne en charge une partie de Saint-Louis. C'est-à-dire, il ne peut pas tout prendre en charge, faire une sauvegarde pour préserver l'endroit où vous êtes en train de dire. Parce que c'est un patrimoine qui est sauvegardé sur le plan international mondial. Mais on ne peut pas aussi empêcher aux gens qui ont hérité de quelque chose de ne pas s'en débarrasser ou vendre. Et aussi, il y a des gens qui ne sont pas dans la culture de sauvegarde du patrimoine. Ils sont dans la culture de mon bien-être ou de dire que moi je fais de la rentabilité. Mais il y a l'État qui peut s'imposer aussi et sauvegarder, dire que ça c'est une référence culturelle, c'est une référence identitaire, c'est le Bakou, on peut maintenir ça. Parce que le Bakou aussi ne va pas du fait que, oui, c'était le colon, ces trucs, tout ça. Le Bakou va traverser des époques. C'est-à-dire, vous avez eu l'architecture traditionnelle, l'architecture coloniale, l'architecture contemporaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que propose le Bakou? C'est tirer de chaque partie l'essentiel et d'en faire une identité culturelle. Si vous revenez sur le fait que, déjà, moi je me dis qu'il y avait un problème. Parce que la Cour suprême aujourd'hui occupe le musée dynamique que Senghor avait mis en place. Mais ça, c'est Abdou Diouf qui a transformé pour en faire la Cour suprême. En réalité, Abdou Diouf, a mis... C'est curieux. N'est pas intellectuel tout le monde, hein. Ce n'est pas le niveau d'étude qui fait un intellectuel. Hein. Non. C'est autre chose, c'est un autre comportement. Parce que nous n'avons plus, non seulement quand on parle de patrimoine, quand on parle de Bakou, le Sénégal s'est mis sur la 16 à côté de grandes puissances, alors que nous n'avions rien matériellement.
Non. mais notre culture. Notre culture nous a Et amené notre très loin, quoi. Bakou, c'est-à-dire que nous savions Voilà, le dire. Bakou, oui. Et Bakou, on ne peut pas faire du Bakou. Ken du Bakou, bo amullo Bako. Non, ça c'est vrai, ça. C'est... Ken du Bakou, bo amutullo Bako. Et aujourd'hui, un exemple, vous avez dit que vous avez acquis une de mes œuvres par Ouais, par Jean un autre Pérez. canal, par un autre ami qui vous l'a cédé. Ouais. Aujourd'hui, si vous avez besoin de... Si vous avez entendu parler d'Ousmane Sow, Ousmane qui est Sow, décédé, oui. Oui. vous avez entendu de Doutes, ou bien de Doutes, Amadou Doutes, Sow, Doutes, ouais. ou d'autres, Ouais. ou Krembaï. Krembaï. Vous voulez voir son œuvre, vous ne pourrez aller que chez un particulier, parce qu'il n'y a plus un espace de visibilité permanente d'œuvres d'artistes sénégalais. Ce qui veut dire que d'un musée contemporain, quoi. Il n'y a plus, exactement, et nous l'avions, Ouais. et on a donné ça à la justice, Ouais. paradoxe. Et il y a d'autres éléments qui ont disparu avec, et que nous avions, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut aller? Nous n'avons même plus pour la culture aujourd'hui, nous avons un secrétariat chargé de la culture. Les préoccupations aujourd'hui pour la culture ne semblent pas être au niveau de la qualité des artistes sénégalais, des créateurs de valeurs sénégalais, de la Biennale de Dakar. La Biennale existe ici, c'est le monde entier qui afflue à Dakar pendant un temps. Pendant ce temps, l'école des beaux-arts est dans un appartement exigu, sombre, et sauf une école des arts. Exact. Nous marchons sur la tête. C'est pourquoi je dis par où commencer. Et je Oui, voudrais- par où commencer? Moi, je ne te coupe pas. Aujourd'hui, la chance qu'on a eue avec l'esprit Bakou, c'est simple. Il y a des gens qui se sont battus pour renverser les choses, pour prendre le pouvoir. Et ils ont dit, le Jubanti, tout ça là, ils l'ont mis en place. Nous, on a eu l'occasion de profiter de cela pour dire que aussi, il faut qu'on se refasse notre ndop. Notre ndop, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Par où commencer? C'est commencer d'abord à réveiller les consciences sur l'aspect culturel. Moi, aujourd'hui, si j'avais le pouvoir, vous savez ce que je fais? Je réduis le budget de l'armée et j'augmente la culture. Ça, c'est clair. Parce que si on parle du Sénégal, un tout petit pays, comme vous l'avez dit, aux Nations Unies ou partout dans le monde où tu vas, c'est à cause de ce que les Senghor ont initié, ils ont apporté. On a eu de l'architecture qui a démarré au festival des Arts Nègres, avec la foire de Dakar, on a vu de la culture. Ceux qui ont plus bénéficié de ça, ce sont les artistes sénégalais, mais ce n'est pas les architectes ou autre chose. Maintenant, nous les architectes, c'est le mouvement et les ingénieurs et les hommes de culture, les hommes de l'environnement, de pousser pour dire qu'on s'approprie notre identité. Notre identité, c'est à travers nos savoir-faire, nos heures, tout ça. Mais je voulais quand même une petite précision avant de commencer sur Mbacké, de revenir. C'est pourquoi Senghor vous a invité? Quel lien vous avez avec Senghor? Senghor, en réalité, moi-même, j'en souriais quand j'étais assis avec lui, qu'il m'offrait. D'abord, c'est vraiment quelqu'un. Il me dit, mon jeune ami, qu'est-ce que vous prenez? Du café ou du thé ou du lait? Moi, je prends le lait parce qu'il m'explique tous les trucs, pourquoi il prend le lait. Je lui dis, Monsieur le Président, je prendrais bien un café. Et il me dit, mon jeune ami, jusqu'au moment, à un mois de sa mort, il a répondu à mes lettres. Félicitations. Et il signait, il faisait même signer Madame Colette, parce que je lui ai envoyé des petits mots, voilà. Et je lui ai offert une œuvre. Et à un moment donné, Senghor, on discutait. Je lui montre toutes les réalisations que j'ai faites pendant un mois à travers le pont artificiel de débarquement
j'ai croqué et j'ai fait des aquarelles. J'en ai fait à Caen, à Deauville, dans les lieux historiques, à Bayeux, un peu partout en Normandie. Et je lui montre mon travail. Et il les regarde quoi. Et il me dit, mon jeune ami, vos vaches sont un peu trop maigres pour des vaches de Normandie. Et ensuite, il me dit, mon jeune ami, vos vers ne sont pas des vers parce qu'il pleut tout le temps. Et dès qu'il me dit que vos vers, et j'en étais conscient parce que des amis artistes me l'ont dit. Et moi, je suis un très bon praticien de la couleur et de l'aquarelle, parce que je me suis exercé pour ça. Et j'en faisais je peux en faire des dizaines là, par jour comme ça. C'est comme Bonnard. Quand je regarde, je fais tout de suite. Quand vous prenez les poissons de Bonnard, vous avez l'impression qu'on vient de pêcher ça. Tout de suite. C'est une toile, hein, mais vous avez l'impression que c'est de l'aquarelle, comme il dit. Et Senghor me dit, vos vers, effectivement, mes amis m'ont dit que mon vers n'était pas des vers de la Normandie. Il n'était pas dru. Il n'était pas assez fort. Assez fort. Et je crois que ce n'était pas un problème technique à mon niveau. Et Senghor me dit ça, et tout de suite, il me vient dans ma tête que ndekete sama tàngaayu ndoxu bët moo ma bàyyeegul ba léegi quoi. ndoxu bët sama tàngaayu ndoxu bët nitu fii Afrique moo ma bàyyeegul ba mënaguma gis vert bi. Yàlla dem. Et je dis au président, monsieur le président, c'est ma rétine sahélienne qui ne m'a pas encore abandonné. Et le Senghor se lève, je me lève avec lui, il me serre la main, il me dit, vous êtes un véritable professeur. Absolument. Oui. Absolument. Redites la phrase. Je lui dis, et parce que tout juste, absolument. C'est comme si j'étais devant un jury et je devais m'expliquer. Voilà, c'est ça. Je sais que j'en ai la technique, que j'en ai la pratique, que j'en ai la finesse. Oui. Mais la rétine. Mais, et je dis, monsieur le président, c'est ma rétine sahélienne qui ne m'a pas encore abandonné. C'est ma rétine sahélienne qui ne m'a pas encore abandonné. Oui, parce que dama ko wax li ma sama tàngaayu ndoxu bët moo ma bàyyeegul. Mais Ousmane Sembène avait un truc comme ça là, un journaliste qui lui parlait de trucs. Vous tournez, vous connaissez le tournesol. L'Afrique tourne autour. Moi, je parle 100 langues. Mais il y a une peine, vous parlez peine. Donc, mal commandé. Et c'était effectivement, il avait raison. Linga Warni, moi, je suis vraiment content de vous avoir invité. Oui, tout à fait. Sans même avoir un lien avec vous, sauf par l'œuvre que j'ai acquis de vous. Et je sais que c'est une œuvre qui va très cher, parce que qui m'a connu, il ne m'a pas bazardé ça. Sincèrement, il ne m'a pas. Pourquoi je ne voulais pas ramener l'œuvre? J'ai dit tantôt, beaucoup moins de moutage. Je vais c'est mon bureau, mais de nous intégrer ces émissions. Yo, Mbake, tu sais, on parle beaucoup d'art, hein. Quand on est entre nous, on parle plus de rien. J'ai failli vous je bois ses paroles. Je bois ses paroles. Il parle de 1985, c'est 50 ans. C'est comme les événements sont passés hier. Tellement que la restitution est fidèle. En tout cas, doyen, moi Moi aussi, je sais que dire. J'ai envie de me taire et de vous entendre parler. Il faut casser Dakar. Le mot est très fort. Il est fort. Parce que nous sommes dans une presqu'île. 90 km à l'intérieur de la mer, ce qui nous permet d'être sous les vents du nord, qui souffrent du nord au nord-ouest, qui balaient la presqu'île. C'est extrêmement important. Parce que la qualité de l'air à Dakar est très mauvaise par moment. Je ne sais pas ce que vous avez mangé à midi, vous ne savez pas ce que j'ai mangé à midi, mais nous respirons le même air. Cet air peut nous faire tomber malade à cause de sa charge polluante. On en parlait tout à l'heure. Lorsque les bâtiments à Dakar ne devaient pas atteindre une certaine hauteur, c'était pour permettre à l'air de circuler et de permettre aux Dakarois d'avoir une meilleure santé
que pouvait dégrader la qualité de l'air. D'accord. Il en est ainsi pour les eaux. Nous avons des bassins versants à Dakar qui permettaient à l'eau pluviale de s'écouler de la partie nord où nous sommes, Naturellement. vers Gueule Tapée et Soumbédioune, vers la baie de Hann. Le canal Hann-Fann dont on parle tant, qui a presque 85 ans d'âge, qui quitte Hann pour aller à la mer de Fann. Pourquoi? Parce que simplement cette tanche de Hann qui était là était incapable d'épurer autant d'eau usée. Parce que les eaux pluviales allaient venir avec les pollutions de la ville. Vous avez parlé de ces villes où on lave l'asphalte toutes les nuits. Ce n'est pas le cas chez nous, ce n'est plus le cas. Nous avons les polluants, nous avons les mégots de cigarettes, nous avons n'importe quoi, beaucoup de plastique et du sable sur nos routes, ce qui obstrue les réseaux d'assainissement. Ce réseau d'assainissement, dont une partie, la partie pluviale, date de 1955, au moment où le SEREC faisait bien son travail peut-être, parce que nous avons des bâtiments comme Oklalave qui sont encore debout, or des bâtiments plus récents comme le lycée de Foundiougne, où j'ai mon garçon qui n'a pas 5 ans, on est obligé de faire un avis de péril pour permettre à ces enfants d'aller continuer leur classe dans un abri provisoire parce que simplement les matériaux ne sont pas passés dans vos laboratoires. Tout est lié, tout est environnement. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de ces forêts urbaines. Que ce soit à New York, que ce soit à Paris, que ce soit même à Abidjan ou à New Delhi, nous avons des forêts urbaines qui sont ce qu'on appelle les infrastructures vertes. Je disais tantôt à Astou que les poissons ont besoin de confort thermique. L'océan Atlantique a connu des pics de chaleur sur les 30 dernières années et un niveau d'acidité extrêmement élevé qui font que les sardinelles, l'ethmalose, le fameux yaboyla, 4 mètres qu'on grille, n'a plus besoin de venir ici parce qu'il fait très chaud dans nos eaux et reste au Maroc et en Mauritanie, ce qui a comme conséquence directe la rareté du poisson dans nos ménages. Tu donnes 5 000 francs de dépenses, il est obligé de prendre les 3 000 pour les mettre dans un morceau de poisson et le reste, bonjour les dégâts. Donc pour voir l'impact des changements climatiques sur notre quotidien, sur notre santé, sur la qualité de l'eau, sur même notre alimentation. Et tout cela, les architectes peuvent avoir un impact aussi. Parce que si nous parlons aujourd'hui des changements climatiques, c'est les gaz à effet de serre qui sont produits par la consommation de l'énergie. Tout le monde s'est félicité parce que le Sénégal a du pétrole et du gaz. C'est davantage de ressources, mais c'est davantage de pollution. C'est davantage de gaz à effet de serre. Or, rien que dans la construction d'un bâtiment, on peut faire des bâtiments très écolos. C'est important que nos architectes qui sont là, que nos ingénieurs, comprennent l'impact de leur travail de tous les jours sur le climat mondial, sur notre alimentation, sur notre pêche, sur notre élevage et sur même notre agriculture. C'est extrêmement important qu'on ait ces liens. Et quand il dit, j'étais ravi, j'étais sidéré quand il disait qu'à un moment donné de la vie, il était possible de se promener de Soumbédioune jusqu'à Yoff en suivant la côte. Le code de l'environnement le permet, le code de l'urbanisme le permet, mais c'est impossible maintenant. Or, toutes nos lois disent que le littoral est un bien commun, ça n'appartient à personne. Même si vous avez votre bâtiment, il y a une obligation de servitude. Si l'architecte ne le comprend pas, si l'ingénieur ne le comprend pas, c'est important que l'artiste le rappelle à tout le monde. Que nous, écologistes, qu'on soit à ses côtés. Voilà moi un peu ce qui m'a poussé dans l'écologie. Je suis de Hann. Les gens d'un certain âge ont connu la baie de Hann. C'est là-bas qu'ils ont appris à nager. C'est là-bas où ils allaient pour voir les régates avec les voiliers. C'était la baie la plus calme du Sénégal. C'était même la promenade à partir de 17h. Les gens sortaient, ils se promenaient en costume. Et puis, à l'époque, quoi. C'était l'ancienne Almadies, en vérité. C'était l'ancienne Almadies. Nous avons beaucoup d'anciens ministres qui y habitaient. Valdionia y habitait, Aline Badrembeng y habitait, Serigne Lamine Diop y habitait. Il y a beaucoup de grands ministres qui y habitaient à l'époque. Il était même dit que le gouverneur de l'AOF allait sur la baie de Hann tous les week-ends pour dire quelle était l'importance et la propreté de cette baie. Aujourd'hui, c'est des eaux répugnantes, fétides. On n'a pas envie de se baigner. Rien que regarder la plage est rébarbatif. Donc vous comprenez pourquoi, jeunes, nous avons commencé à partir de 88 avec des moyens très réduits à nettoyer la plage avec des râteaux, des pelles et des brouettes. Mais cet engagement sur 3 décennies, de 88 à 2002-2025,
Ça a poussé le gouvernement qui a entendu nos cris d'orfraie à mettre avec les bailleurs de fonds 123 milliards sur la table pour la dépollution de la baie de Hann. On ne baisse pas les bras parce qu'il y a une nouvelle conscience environnementale qui est là. Pour l'environnement, nous avons modifié notre constitution en 2016. Nous avons eu un nouveau code de l'environnement en 2023. Et le nouveau code de l'urbanisme, quand je le lis, je le parcours, à un moment donné, j'ai l'impression que je lis le code de l'environnement. Tellement il est clair sur les évaluations environnementales, tellement ce code de l'urbanisme est clair sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur les sauvegardes et sur la protection de l'environnement. Et c'est un ensemble de codes, de lois qui nous permettent de protéger notre environnement. Ce qui s'est passé à Hann est en train de se retrouver à Bargny. C'est en train de se retrouver à Thiaroye. Toutes ces plages aujourd'hui sont envahies par le plastique. Ce n'est pas seulement le plastique que nous voyons, mais il y a du microplastique qui flotte sur l'océan que les poissons vont manger. Et demain, tu as l'impression que dans gis. Or, il n'y a que du plastique à l'intérieur de ce gis, de ce mulet. Or, parce que notre mer est extrêmement polluée par les plastiques à usage unique. Donc, c'est important que l'État du Sénégal puisse écouter tout ce qui, dans leur activité, peuvent influer sur notre cadre de vie, peuvent influer sur la protection de la nature. C'est ce que nous avons fait à Hann et que nous sommes allés faire au niveau de Lompoul. Quand nous avons entendu les cris des populations qui sont autour de cette mine, aussi bien à Lompoul, aussi bien à Kédougou, qu'à Mboro, nous nous sommes dit il faut qu'on y aille. Parce que ce que nous avons eu à faire à Hann, en étant étudiants, parce que nous avons démarré en 88, jusqu'à ce que ça puisse permettre au gouvernement et aux bailleurs de fonds de mettre 123 milliards, cet engagement à succès peut être renouvelé ailleurs. Bon, pour ne pas te couper, je veux dire, où se trouvent les 123 milliards? En fait, comme tout projet, le gouvernement fait un appel de fonds. Parce que le projet de la baie de Hann, contrairement au BRT ou au projet du terre, à Hann, c'est les populations qui ont demandé au gouvernement d'agir. C'est nous-mêmes, notre petite association de quartier, qui a fait une pétition avec 4000 signatures que nous sommes allés déposer dans le bureau du ministre de l'Environnement à l'époque pour lui demander de convoquer un conseil interministériel essentiellement consacré à la baie de Hann. C'était en août 2001 et le gouvernement, pour une fois, avait les oreilles bien ouvertes. Ils nous ont entendus en convoquant le premier conseil interministériel en février 2002. La dernière réunion sur la baie de Hann a eu lieu le 9 janvier passé, convoqué par le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, sur le projet de la baie de Hann. Donc entre 2002 et 2025, il y a eu 23 ans de maturation de ce projet qui a connu beaucoup d'évolutions, qui de 5 communes est passé aujourd'hui sur un impact sur 23 collectivités locales. Donc la petite action dans une association de quartier a eu un effet sur toute la partie sud de Dakar, entre les départements de Pikine, département de Dakar et département de Rufisque. En respect total avec les ODD. Ça, c'est le fait Bakou. On commence tout petit et on va s'étendre, Inch'Allah. Mais je reviens sur, quand même, quand vous avez 23 milliards, même si c'est un décaissement partiel, quel est le résultat sur les sites? Aujourd'hui, si quelqu'un qui n'habite pas à Hann se promène sur la plage, il va trouver la plage extrêmement sale. Mais nous qui avons une vue permanente sur la plage, qui l'avons vue propre, qui l'avons vu se dégrader, atteindre un summum de dégradement, nous savons aujourd'hui que la tendance est inversée. Parce qu'il y a de cela quelques années, il était impossible de se promener sur la baie de Hann, tellement que ça sentait mauvais, tellement qu'il y avait de la vermine, il y avait des extracats humains, des excréments sur la plage, il y avait du n'importe quoi et des teinçons de bouteilles. Aujourd'hui, on ne trouve sur cette plage que du plastique. S'il y a une cérémonie familiale en face de la mer, les gens peuvent poser leur plat à côté et manger. Or, la situation que nous vivions hantée, on ne l'a plus. Nous avons la restructuration du quartier, c'est extrêmement important. Nous avons le programme, le PARU, le programme de restructuration urbaine, qu'a connu Hann et Petit Mbao dans le cadre de la dépollution de la baie de Hann, qui ont permis d'élargir les routes, de mettre une voirie, de mettre de l'éclairage, d'embellir, et surtout on est en train de régulariser les maisons qui n'avaient pas de titre, qui sont en train d'avoir un titre.
Et ça, c'est en train d'être répliqué à Thiaroye sur 7 km. Bon, donc il y a un effet positif. Absolument. Maintenant, sur l'interpellation des architectes, vous savez, vous êtes en train de faire le préalable, mais maintenant il faut venir vers l'effet Bakou parce que c'est là où vous êtes en train de restructurer les îlots que les architectes pourront venir vous appuyer par rapport à ça. Dire les architectes, ce n'est pas un ou deux architectes, c'est un ensemble d'architectes. Parce qu'on est dans un monde qui évolue avec des connaissances qui doivent se regrouper. On ne parle plus du Bakou Sénégal, on parle du Bakou panafricain. C'est comme ce que vous avez commencé, une petite association qui regroupe 4000 signatures et qui dépose ça au ministère de l'Environnement, aujourd'hui qui a un impact positif. Même si c'est lent, le monde ne peut pas se faire en 2 jours, 3 jours, mais ça s'est fait très longtemps. Aujourd'hui, ils sont arrivés le PASTEF, mais avant ça, ils ont trouvé du travail, mais ils vont continuer, j'espère, à pouvoir améliorer. Mais c'est reste que ce que vient de dire Serigne Ndiaye, moi, ça m'a tellement touché quand il a dit il faut casser Dakar. C'est ce que nous cherchons à faire. Casser Dakar ne peut pas venir prendre des bulldozers pour casser. Ça veut dire casser Dakar dans les mentalités, casser Dakar dans la culture, casser Dakar dans l'identitaire. Et pour ça, lui, il a appelé aussi à rejoindre le Bakou, parce qu'il a déjà rejoint le Bakou, et vous avez rejoint le Bakou. Et maintenant, on va revenir plus près de notre ami qu'Aïda peut introduire. Je pense que lui, il va structurer Bakou, parce que c'est un ingénieur. Oui, on va laisser parler et j'interviendrai après. Voilà. Lamine, vraiment pour être précis, on est content parce que vous savez, le référentiel, sans ça, on n'y va nulle part. Si un pays n'a pas de référentiel, n'a pas de normes, on n'ira nulle part. En plus de la norme que vous êtes en train de faire dessus, je vois que vous êtes dans la pratique. Vous êtes en train de mettre les choses en place, mais vous contrôlez ce que vous avez mis en place. Et c'est l'essentiel. Maintenant, comment vous pratiquez? Voilà, c'est la question. Okay. Bon, on a commencé quand même par le commencement, parce que le commencement d'abord, c'est les acteurs. Les acteurs, c'est les laboratoires. Parce que comme on l'a dit tantôt, quand il y a un problème, il y a les matériaux qui sont incriminés, mais aussi les acteurs aussi qui sont incriminés. Parce que c'est l'élément principal. Donc, les acteurs, c'est qui? C'est les laboratoires privés, par exemple. Vous savez, dans le domaine du génie civil, on ne peut rien faire sans un laboratoire. Ou bien tout ce que nous faisons, ça sera toujours dans le cadre du tâtonnement. Parce que pour dimensionner un bâtiment, le sol sur lequel vous le posez, il faut savoir ses capacités portantes. Est-ce qu'il peut supporter le bâtiment? Oui ou non? S'il ne le peut pas, quelles sont les dispositions à prendre pour qu'il puisse le faire? Donc, quand vous n'avez pas de laboratoire, vous êtes obligé de prendre des hypothèses qui peuvent être bonnes, qui peuvent être mauvaises. Raison pour laquelle, quand c'est mauvais, c'est là qu'on trouve des bâtiments qui tombent. Donc, c'est pourquoi je dis que quand on fait du génie civil sans laboratoire, on est quand même dans le tâtonnement. Les matériaux que nous utilisons, le béton, dans le dimensionnement, la plupart du temps, on prend la valeur standard 25 MPa. Donc, on dit que le béton a une capacité de 25 MPa. Cela veut dire qu'il peut supporter 2500 tonnes par mètre carré. Donc, chaque mètre carré de béton peut supporter 2500 tonnes. Vous voyez comment c'est lourd. Supposons maintenant qu'on met en place un béton qui n'est pas capable de le faire. Alors que le poteau sur lequel on est en train de faire, donc on a calculé les charges. Il y a par exemple 1000 tonnes qui descendent. Donc quand on calcule en supposant que le béton peut supporter 2500 tonnes, donc on fait la règle de 3, donc on se dit que notre poteau doit avoir telle dimension pour pouvoir le supporter. Donc si le béton n'a pas cette capacité, il ne pourra pas tenir longtemps. Ou bien ça sera pour une courte durée. Je peux porter un sac de riz pendant 10 minutes, 20 minutes, mais quand je dois le porter pendant 2 jours, 3 jours, ça c'est autre chose. Donc quand on construit aussi, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand on construit, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il faut que le béton qu'on met en place, les matériaux que nous mettons en place, puissent avoir la capacité de résister à tenir ce poids propre pendant toute la durée de vie. Donc si tel n'est pas le cas, en un laps de temps, on commence à avoir des fissures qui apparaissent un peu partout.
Donc je disais que, raison pour laquelle on a commencé par les laboratoires. Parce qu'au début, chacun pouvait créer son laboratoire comme il veut. Faire ses prestations, il n'y avait pas de contrôle du tout. Alors que dans les autres corps de l'État, comme par exemple dans les marchés, il y a ARCOP et autres là, donc qui régulent un peu le marché. Donc notre première action, c'est de réguler d'abord les laboratoires qui sont dans le domaine du génie civil. Donc là aussi, on a mis un référentiel pour classifier ces laboratoires en fonction de leurs compétences. Donc qui est compétent dans tel domaine aussi qui est à tel niveau. Donc présentement, tous les laboratoires géotechniques sont classifiés et agréés. Donc celui qui n'a pas les compétences, donc il est mis de côté. Donc on ne peut solliciter que les laboratoires qui sont agréés. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, on est en train de venir au niveau des matériaux. Comme je l'ai dit tantôt, donc essayer de voir tous les matériaux qui entrent dans le domaine BTP, est-ce qu'ils sont conformes ou non. La troisième étape maintenant, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage, ceux qui veulent construire. On ne peut pas être expert partout. Mais supposons un maître d'ouvrage qui veut faire un immeuble, qui veut faire des bureaux et autres. Donc peut-être il n'a pas assez de bagages pour savoir les types d'études de sol à faire, peut-être les profondeurs, les nombres, les types de sondage, les types d'essais à faire. Donc là, on joue en même temps le rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc tous les maîtres d'ouvrage, même le privé, quand tu veux construire et que tu n'as pas assez de notions, tu peux te rapprocher du laboratoire national, nous, puisqu'on puisse t'accompagner. Oui, mais là, l'accompagnement, donc Oui. vous laissez les privés quand même venir faire les prestations de sondage de sol, tout ça, mais vous accompagnez en tant que maître d'ouvrage délégué ou assistant au maître d'ouvrage. Effectivement. Ouais, ça, c'est bien à préciser. Donc on laisse c'est très bien, le c'est très privé, bien. les laboratoires qui sont agréés, on les laisse faire les prestations. D'accord, Mais ça comme c'est on bien. dit, Ouais, la et puis, confiance aussi, il s'approche. le contrôle, Voilà, même quand ouais. on vous laisse faire. C'est comme un bureau de contrôle national, Voilà. quoi. Voilà, ça c'est bien. Ça, On c'est vous laisse bien. faire, mais Cette comme le maître notion, d'ouvrage aussi, voilà. bon, peut-être il n'a pas assez de notions, il n'a pas assez de personnel pour aller vérifier ce que ces vérificateurs sont en train de faire. Voilà. Nous, on peut le faire à sa place. Ça c'est très bien. Donc, quand le bureau d'études lui transmet un rapport d'étude de sol en lui disant que ton sol a telle capacité, tes fondations, tu peux le mettre à telle profondeur, tes dimensions des semelles, tu peux le faire à telle dimension. Donc, le maître d'ouvrage peut nous transmettre ce rapport-là. Et nous, on essaie de voir, est-ce que l'étude a été très bien faite? Est-ce que tout ce qu'il fallait faire comme investigation, comme sondage, la profondeur, est-ce qu'elle est atteinte, oui ou non? Parce que faire un sondage pour faire étude de sol pour un bâtiment R+1, c'est différent pour un bâtiment R+10. Parce que plus on est haut, plus il y a des charges, donc il faut aussi avoir plus de profondeur d'investigation et le nombre de sondages. Donc nous, on peut accompagner les maîtres d'ouvrage, que ce soit du privé, de l'État, pour voir la qualité des prestations, des rapports techniques qui sont faits. Mais même dans ça, je vais préciser une chose. L'accompagnement peut se faire aussi, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. C'est-à-dire optimiser. Parce que j'ai vu qu'ici, les poteaux sont tellement immenses, les poutres sont énormes. Oui. Et les gars, ils mettent beaucoup d'argent sur le gros œuvre, le béton. Alors que s'ils se rapprochent de vous, vous pouvez dire non, 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 ils exagèrent. Voilà. Et ça m'a toujours posé des problèmes. Parce que j'ai pratiqué quand même ça en Europe, tout ça. Mais ici, je ne sais pas s'ils veulent se protéger tellement que si c'est la moitié, ils mettent le double. Et les gars, ce qui est plus important pour le maître d'ouvrage, c'est d'économiser aussi et de faire quelque chose qui va résister 100 ans. Et ça, si vous pouvez apporter cette démarche-là, je pense que ça serait formidable. Moi, je vois qu'il comprend très bien l'astuce Voilà. de certains techniciens Voilà. qui veulent s'en passer des études. Voilà, Quand on ne c'est fait ça. pas d'études, Voilà. on n'a aucune information sur la qualité du Voilà. sol, aucune information sur la qualité du matériau. Ouais, Donc, pour ne pas prendre trop de risques, Ouais, vous exagérez partout. ils exagèrent partout. Et finalement, économiquement, ça devient très dur pour le maître d'ouvrage. Donc, il dépense beaucoup d'argent. Ouais, ils dépensent beaucoup Mais d'argent. excusez-moi, Oui. excusez-moi. Ouais. Oui. Tous mes amis Mhm. qui sont de l'extérieur, Oui. quand ils viennent au Sénégal, on discute. Ils me disent que mais il y a trop de béton. Ouais. Ils me disent tout C'est le ce temps que je qu'il y a dis. trop de béton. Oui, il y a trop. Quand j'ai amené des amis au niveau des Allemands de Yoff, on sait, mais ils m'ont dit, mais ils étaient désolés. Ouais. Ils me disent il y a trop de béton. Comment faire?
Et même le bureau de contrôle, ils valident parce qu'ils sont protégés. Oui, parce qu'il n'y a pas le laboratoire de référence. Il n'y a pas les données qui te permettent de faire un calcul scientifique qui te donne les dimensions exactes. C'est la notion pour laquelle ce laboratoire-là, je pense que les maîtres d'ouvrage désormais doivent se rapprocher. Et surtout même les architectes, ils doivent indiquer aux maîtres d'ouvrage si vous voulez rapprocher-vous des laboratoires nationaux. Moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que ce qu'il dit, moi-même en tant qu'architecte, j'étais victime. Hein. Les gars, ils me valident des doubles poteaux. Ils me valident des trucs. J'ai dit, mais attends, moi, je ne comprends plus rien, quoi. Hein? Ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis concepteur. Mais il y en a qui doivent dire, non, ça, c'est trop. Maintenant, je te passe à parole, Aïda. Oui, je voulais relever un petit peu par rapport à ce qui s'est dit. Oui, c'est tellement, peut-être tellement moche et tellement peu pensé que l'on a envie de casser. Mais notre rôle n'est pas de casser. Notre rôle, c'est de nous approprier notre ville qui n'a pas été créée par nous et de nous dire c'est comme ça que nous la voulons. Même si elle est chaotique, parce qu'on peut travailler sur une ville, ça c'est l'urbaniste qui parle, sur une ville chaotique et dire que nous voulons en faire ceci. Mais effectivement, nous avons eu les mains liées et nous aussi, nous n'avons pas trop intervenu. Ce qui a amené à ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, pour le peu qui reste, rendons ces espaces agréables à vivre. Posons-nous des questions sur ce qui existe, comment on a. Mais c'est vrai que c'est mal barré. Mais il y a quand même un petit peu d'espoir. Et aussi dire à M. Seck, effectivement, il est important, l'environnement. Mais la première chose, je crois que vous l'avez fait, c'est de répertorier, de faire un état des lieux de l'existant. Et ça, c'est un plan d'aménagement global. Parce que si on fait un bout de seulement la baie et qu'on ne regarde pas, peut-être quelquefois, c'est les occupations qui posent problème. Nous l'avons vu sur la corniche, nous on a eu à réfléchir. Moi j'étais dans un comité à l'urbanisme où on disait, et la corniche, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai dit, tous les gens qui habitent au bord de l'eau, de la mer, au bord de la mer, ils ne savent même pas comment y habiter, parce qu'il faut savoir comment habiter au bord de l'eau. Donc effectivement, il y a des dérapages. L'esprit aujourd'hui, c'est de dire ces dérapages, comment nous pouvons corriger, comment nous pouvons apporter des solutions, et c'est ce que vous essayez de faire. Mais il faut le faire de manière globale, et avec tout, c'est pas pour faire notre promotion, mais je crois que les urbanistes, les aménagistes, les architectes ont quand même, c'est un travail en commun, comme nous le faisons tout le temps, par rapport à notre processus. Je voudrais dire à Monsieur Ndiaye, en fait, c'est là qu'on mesure en fait l'importance. Quand vous dites, c'est vrai, quand on disait CEREC, on y allait pour des questionnements ou des questions précises. Le fait que ce soit un laboratoire pose le problème de tout ce qui se fait, toutes les réflexions que nous faisons sur la ville et en allant parce qu'il y a l'urbanisme détaillé jusqu'au bâtiment, il est de notre devoir de vous approcher. On n'a plus le droit de faire comme ça. Et le problème qui se pose, et Marc l'a dit, vous savez pourquoi il y a ces énormes poteaux parce que pour des questions de gain, parce que les gens veulent de l'argent, ils vont te dire on vous fait tout le gros œuvre. Depuis quand on a vu que nous, on conçoit un projet et vous vous dites oui, il a fait son projet, mais nous on fait le gros œuvre d'abord, après vous vous adaptez. Non. On a ici un processus, on conçoit, on l'a dit, hein, c'est bien, on fait le dossier d'exécution et je l'ai fait remarquer une fois. Il y a cet échange, parce que chacun intervient dans ce qu'il sait faire. On va vers ceux qui savent faire les études et on fait un échange. L'architecte dit, moi j'ai voulu cet espace, parce que c'est notre rôle de le faire, je l'ai voulu comme ça. Mais effectivement, peut-être que dans ma conception, peut-être que je n'ai pas tenu compte un peu de comment cela va tenir pour que ça reste ce que j'ai conçu. Et c'est ça. Et c'est ça en fait. C'est ça, donc
il faut que les gens aient l'habitude, les maîtres d'ouvrage, vous avez raison, qu'ils aient l'habitude de dire, bon, nous on commence, et comme ça, il faut qu'on aille poser des questions, qu'on sache. Aujourd'hui, nous, les entrepreneurs disent, ah ben nous, on n'allait pas chez les architectes, nous on fait tout. Bon, Et c'est là où est le problème, laisse-moi avancer. Et c'est là où est le problème. Donc aujourd'hui, c'est notre droit de relever ce que vous faites et de dire aux gens, c'est comme ça que ça se passe. Et que tout n'est pas aussi de notre faute. Ouais, je vais revenir sur ça. Bon, Oui. Baké, Il a dit que... je reviens sur un truc essentiel d'abord, parce que j'ai cru entendre que tout ce qui passe chez ONAS est déversé chez vous et vers la mer. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est pratiquement le cas, parce que j'ai rappelé qu'en 1955, Oui. nous avions le canal 6 qui évacuait les eaux pluviales de Colobane vers la baie de Anne. Mais juste à front de terre, nous avions le canal Anne-Fan qui a 82 ans d'âge, pour la restauration duquel canal on va dépenser 83 milliards. Ça prenait point de départ à Anne, mais ça finissait à Fan. Parce que simplement, de par sa forme géographique, la baie de Anne était incapable de recevoir autant d'eau pluviale, avec plein de résidus. En 1989, quand ils ont créé la station d'épuration de Cambéré, qui avait une capacité de 10 000 m3 d'eau usée de traitement, en traitant 3 000 et en laissant les 6 000 aller à la mer, le point de rejet n'était pas à Anne, mais c'était à Cambérène avec les études. Mais aujourd'hui, ils prévoient une station d'épuration de 50 000 m3 d'eau usée par jour. Mais le point de rejet sera la baie de Anne. Est-ce que la baie a grandi entre-temps? Est-ce que la baie a eu d'autres capacités? Une baie incapable de recevoir 6 000 m3 d'eau usée, est-ce que pendant 20 ans, elle peut progresser et recevoir 50 000 m3 d'eau usée? C'est des variantes techniques sur lesquelles on doit travailler. Mais là, en Europe, c'est complètement interdit de rejeter comme ça dans l'océan. Pourquoi chez nous, on dit de faire comme ça? Il y a les moyens de faire avant de ramener à la mer. Parce qu'on ne peut pas... Il faut aussi que... Si c'est le Bakou, moi j'en parle tout le temps, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots quand même. On ne peut pas refuser des choses chez eux et venir nous les imposer parce qu'on est pauvre. Et il les finance On aussi. dit le gars, quand il a le ventre truc, le ventre crie famine, il ne peut plus réfléchir. Pourquoi cette solution-là, on doit l'appliquer? Quand on dit le standard sur le plan international, on parle de la corruption, mais c'est partout. Aux États-Unis, c'est réglé, en France, c'est réglé. C'est eux-mêmes qui nous imposent de régler notre code. Pourquoi souvent on dit qu'il faut structurer chez vous, les banques, tout ça, sinon on n'accepte plus votre monnaie, on est truc. Mais c'est la même chose. Quand on rejette dans la mer comme ça va aller chez eux. Le poisson, il va émigrer. Absolument. Il va être malade ici, mais il va aller chez eux. Il va aller là. Absolument. Donc, c'est un changement de mentalité. C'est un changement humain. C'est l'être humain. Le Bakou, c'est humain. Le Bakou, ce n'est pas sénégalais, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose de changement. Quand il parlait de sa rétine, c'est parce que sa rétine a tellement subi des choses. Quand il arrivait dans un autre espace, il voyait plus ce qu'il voyait. Zoulou l'a dit aussi. Je pense que vous faites un super travail. On va venir même sur l'ampoule, mais avant ça, je vais laisser Céline aussi essayer de compléter. Parce que Céline, aujourd'hui, il est coté. Il n'a pas dit. Mais ses œuvres, pour l'avoir, c'est pas comme ça. Hein? Et puis, mon n'est que ni mais c'est un grand homme. C'est un grand plasticien. On entend parler de son nom, mais on le voit rarement, mais ses œuvres sont cotées. Ses œuvres sont classées. Moi, je le sais. Parce que quand on te donne les œuvres de ces là, tu ne veux pas t'en séparer. Et même, il arrive dans la tradition, comment on épouse l'espace, tout ça là. Mais moi, je vois que c'est deux têtes qui se regardaient. Et ça, après, tu m'expliques qu'est-ce que ça signifie, l'œuvre que j'ai acquis, quoi. Vas-y, Céline. Machallah, machallah. Ouais. Ah, je suis ravi de ce plateau. Merci beaucoup. Je suis artiste peintre. Ouais.
je ne fais que ça et enseigner. C'est les deux choses que j'aime, peindre et enseigner. Et toute ma vie, je suis toute ma situation d'enseignant, j'ai eu la craie jusqu'à mon dernier jour de retraite. C'est quand je remplissais pour la dernière fois le carnet de classe, et c'était mon dernier jour, j'ai souri. J'ai souri parce que je me suis rendu compte que j'ai fini mon dernier jour comme je l'avais commencé. C'est-à-dire qu'en arpentant les allées et en ayant vu à la fin du cours tous les élèves, chacun sur son travail. Et je souris parce que j'aime ça, quoi. Ok. Il reste 10 minutes, ok. Et j'aime ça. Et je suis peintre. Je suis peintre et je n'avais pas choisi ce qu'il y avait de plus facile parce que tout ce que j'avais appris aux Beaux-Arts comme méthode académique de travail, au bout de quelques années, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi le verre qui était déjà très connoté et qui était un matériau friable, éphémère et qui était destiné à l'art naïf, c'est-à-dire à des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'art réellement et qui n'étaient pas allés à l'école, qui venaient de la brousse. Mais paradoxalement, ils venaient de la brousse et ils faisaient un art pour les urbains. Et c'est ça la peinture sous verre. Et à un moment donné, la peinture sous verre qui est venue d'abord des pays arabes, notamment de la Syrie, notamment et puis des Persans, parce que ce sont les Persans qui ont amené la figuration dans l'art islamique. Alors que d'autres obédiences islamiques refusent la figuration. Oui, ils refusent la figuration. Mais ça nous a permis, nous, avec des thèmes comme le déluge, Adam et Ève, Abraham, l'arche de Noé, le sacrifice d'Abraham, ainsi de suite, dans une situation d'un peuple en majorité analphabète, pour apprendre sa religion, c'est avec les images de peinture sous verre. Et on en avait, nos mères et grand-mères en avaient sur tous les murs. Et moi, j'ai commencé la collection avec ma première bourse de Beaux-Arts. Et aujourd'hui, plusieurs fois, j'ai reconstitué dans plusieurs endroits, notamment à la mairie de Dakar, une maison des années 1950. Et notamment une chambre des années 1950, avec tout ce qu'il y a sur les murs, photos, peintures sous verre, le bahut, le lit fer forgé, les draps brodés main. C'est-à-dire que tout ce qui était là, c'est la maîtresse de maison qui prend ces pièces une à une, et que chaque objet, boo ci laal benn souvenir, benn photo, benn potunda, daf lay wax ne la kii ba ma koy am dama demoon Touba. Kii dama demoon Gàmmu Njaasaan, kii dama demoon Tiwaawan booba kii ba ma koy am sama doom maa ngi ëmb sama ñaareelu doom ñetti weer. C'est-à-dire que chaque objet est porteur de mémoire et de conscience, de connaissance. Mais je ne coupe pas, il y a une tante qui me dit une fois, elle dit à sa fille, demain ou bien à moi, am na benn sër bu fa nekk, joxal ma ko Marie. Je prends ça, elle me dit, lii boote naa la ko. Léegi sa doom bi tuddum te dama bëgg nga jox ko yaayam boote ko. Mais xam nga j'ai pris le truc, je suis venu, j'ai dit à ma kii dama bëgg nga gardeel ma ko bu ko boote dama jëncal ma ko. Et c'est exactement ça. Mon travail sur la chambre des années 1950. Là, j'ai fait un mémoire là-dessus, d'études pédagogiques et artistiques, pour montrer, non seulement, ça c'est les objets qu'on voit, mais tous ces objets rappellent un élément et sont liés. Et on se rappelle que le maître de maison n'a jamais mis les pieds dans cette chambre. Parce que cette chambre, c'est la chambre de la femme.
C'est ça. Le maître de maison comme son boudoir. C'est son Non, boudoir. c'est même pas un boudoir. Le maître de maison, c'est une concession d'abord. Il a son espace qui est propre. Oui. Ses fils, petits-fils, neveux, chacun a son ménage. Ses 3-4 femmes, chacune a sa chambre. Et c'est la femme qui s'occupe de mettre en valeur sa propre chambre en collaboration avec toute la fratrie, avec ses amis, avec ses trucs. Chacun apporte ce qu'il peut pour que la chambre soit Vous venez de HLM. m'expliquer quelque chose que j'ai jamais compris. L'Africain a d'abord une épouse, 2 épouses, 3 épouses. Souvent, elles sont dans la même concession. Moi, je me disais, mais pourquoi si tu as une épouse, tu ne prends pas Benen Yobuko si Benen que Djel Benen Yobuko fi. Après, je me suis posé la question, peut-être ils ne font pas ça parce qu'ils vont devenir des sans-abri. C'est-à-dire SDF. C'est-à-dire, tu prends ta brosse à dents, tu te déplaces avec ça sur chaque concession. Mais toi, culturellement, tu viens de m'expliquer. J'ai compris en tant qu'architecte, quoi. Le maître de famille, le chef de famille, Oui. les tout couleurs qu'ils comprennent très bien disent ça. Ouais, Djom ouais. Galle Donc, Galé, Ouais, Djom et Djom Soudou, Ouais, la maîtresse de case. ouais. Et à part les objets, cette chambre était destinée à éduquer la jeune fille, à recevoir, à sentir, Oui, avec maintenant, les mais chourailles. On lui apprend, plus. on lui apprend toutes les civilités pour devenir mère, pour être épouse et pour être gardienne de tradition. Et tous ces éléments dans la chambre. Et aujourd'hui, je dis, toutes les chambres se ressemblent. Il n'y a plus d'identité. Les chambres sont devenues insipides, impersonnelles. Rien. Parce que c'est Dubaï, c'est ceci ou c'est cela, c'est américain, c'est ceci ou cela. Alors que chaque objet qui arrivait Dans la chambre. a été commandé, les draps, brodeements. Vous savez- Et c'est sur cela que je travaille comme les architectes, Ouais, mais à j'ai un l'intérieur. copain, il y a un jeune stagiaire chez moi. Avant de venir ici, ça tombe bien. Il est allé sur un de mes chantiers. Il me dit, mais monsieur Mou, pourquoi à l'intérieur tout est blanc chez vous? J'ai dit, c'est pas à moi de remplir l'espace. Je laisse le choix à l'occupant de mettre ses couleurs, ses meubles et tout ça. Je t'assure, hein, Voilà. il n'y a même pas 10 minutes. Les jeunes, il m'a posé la question, pourquoi tout est blanc quand on part dans tes bâtiments? Je dis, non, l'espace, c'est pas à moi de On l'a remplir. laissé neutre. Je ne sais pas faire. Mais les occupants vont s'approprier l'espace. C'est exactement cette architecture-là qui est le Bakou. Maintenant, on n'a que 3 minutes, mais je vais aller très vite. Mais l'Ampoule, parle-nous-en un peu. Quel est le problème? À Lompoul, comme un peu partout au Sénégal, on doit faire le Djubonti écologique. D'accord. Le Djubonti n'est pas seulement politique ni juridique, il doit être écologique. On doit rectifier les erreurs en matière d'environnement. À Lompoul, c'est une mine. Dans une zone protégée, les Niayes. La définition des Niayes est dans le code de l'urbanisme. Pas dans le code de l'environnement, mais dans le code de l'urbanisme. Mais dans une Niaye, dans une zone où il y a une mine, il y a des règles particulières. Et ça obéit à plusieurs législations. Nous avons le code minier, nous avons le code de l'environnement, nous avons le code de l'eau, nous avons le code forestier. Et nous avons le code des collectivités locales. L'ensemble de ces lois permettent à une mine de s'installer quelque part. Notre constitution modifiée dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. En France, c'est terre à terre. S'il y avait dans ta tête du diamant, l'État a la possibilité d'ouvrir ta tête et de sortir le diamant et de nous le partager. Mais en veillant à respecter l'environnement. Et à veiller à ce que l'utilisation des diamants serve à tout le peuple. C'est ça les modifications 25.1, 25.2 et 25.3. À Lompoul, il y a une mine qui travaille, mais dans cette zone, il y avait quelques villages. S'ils prennent ton terrain, la loi disait qu'on devrait te dédommager à 700 000 francs, ils donnent 3 500 000. Une fois le travail terminé, c'est une des controverses, la population souhaitait que cette terre soit reversée à eux. C'est-à-dire, ton lopin de terrain, déjà objet de dédommagement et affectation d'une autre terre, après exploitation, les populations souhaitaient
que ce terrain leur soit redonné. Or, nous sommes dans un domaine protégé. Ce terrain ne peut être remis qu'à l'État, effectivement à la direction des eaux et forêts. Donc voilà un peu l'une des premières controverses que nous avons posées comme question quand nous sommes allés. Le zircon, l'exploitation du zircon se fait sur une mare. Avec une usine flottante, ça exige beaucoup d'eau. Nous avons dit, mais pourquoi vous tirez cette eau de la nappe phréatique? Ils nous ont fait comprendre que l'eau sur laquelle flotte la barge était tirée à 460 mètres sous terre. C'est une eau souterraine. Donc l'impact sur la nappe phréatique est moindre. Et une fois cette eau tirée ailleurs de la nappe du Maastrichtien, ça permet de recharger la nappe phréatique. L'impact sur les périmètres maraîchers est très léger parce qu'ils sont sur le haut de la dune. Et la zone des Niayes, c'est une zone interdunaire où il y avait des cuvettes. Ouais, maintenant, on va revenir sur le sujet ça, parce qu'ils sont en train de boucler et je vais quand même clôturer. Et puis, je pense que cette réunion-là, on va vous réinviter parce que ce que vous dites est très important. Bon, je vous remercie tous, mais il faut savoir une chose, qu'on a l'ère nouveau. On est en train de révolutionner les choses. Souvent, ceux qui font la révolution ne bénéficient pas de la révolution. Il faut retenir ça. Souvent, ils passent, ils ont tout arrangé et c'est d'autres qui vont maintenant continuer. Et je vous remercie parce que j'étais séduit par la présence de Serigne Ndiaye. J'étais séduit par la présence de Mbacké Seck. J'étais aussi séduit par la présence de Lamine Ndiaye. Ce qui veut dire que on a la chance quand même de trouver du savoir-faire au Sénégal. Je pense que vraiment cette émission-là, vous l'avez relevée encore, comme d'habitude quand les gens arrivent, mais c'est un remake. On va revenir. Je te remercie aussi, Aïda. Je pense te remercie, on va continuer comme on a l'habitude de faire. Nous te remercions, Malik, pour le Bakou. Je vous remercie tous, quoi. Merci. Ça, c'est le Bakou. Merci au binôme. J'étais au catalogue-là. Merci. Et voilà, merci au binôme. Et au revoir. Merci beaucoup. Hein. Non, Vraiment. non, mais Malik, Hein?